Monsieur le ministre, Madame et Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la séance est ouverte. Je vous rappelle que, comme à l'accoutumée, l'intégralité de cette séance publique sera retransmise sur le site Internet du Conseil national et que Monaco Info a prévu de retransmettre in extenso, en direct, comme à l'accoutumée, les motivations de vote ainsi que le vote de la loi de budget rectificative 2013. Nous reprenons donc nos travaux sur l'examen de ce projet de loi rectificatif où nous nous sommes arrêtés mardi en rappelant que le temps de parole consacré à chacun des élus est de 3 minutes pour vos explications finales par conseiller national. Et nous poursuivrons ensuite par le vote de cette loi de budget. J'appelle donc les personnes qui souhaitent prendre la parole à lever la main. Monsieur Robillon et d'autres collègues. Chers collègues, nous venons de vivre un budget rectificatif insipide où la majorité gouvernementale n'a cessé de remercier et de féliciter le gouvernement. La minorité a fait des propositions concrètes au gouvernement. Ces propositions ne sont pas politiciennes. La minorité appelle à beaucoup de prudence sur les prises de position du président de notre institution dans la presse. Nous avons proposé des solutions pour que l'État continue à garder la majorité des parts de notre SBM pour maintenir son rôle social, tout en permettant à cette société de se diversifier et de se renforcer. Nos propositions touchent aussi la gestion du Fonds de réserve constitutionnel, le milieu culturel et d'autres. Avec mes amis Jean-Louis Grinda et Bernard Pasquier, nous avons déjà fait une proposition de loi pour établir un pacte de vie commune, dont nous appelons la mise à l'étude rapidement par la majorité. Et bientôt, une nouvelle proposition sera rendue publique dans un autre domaine. Venons-en au vote du budget rectificatif. J'ai entendu pendant 5 années les litanies de M. Nouvion disant qu'il ne voterait avec ses colistiers aucun budget en déficit. Je l'ai vu pendant 5 ans s'abstenir et refuser de donner son soutien au gouvernement princier qui l'a paradoxalement soutenu, activement pour certains et passivement pour d'autres, lors des élections de février 2013. Alors, aujourd'hui, nous y sommes. La majorité va nous montrer comment on fait des pirouettes et des contorsions politiques pour justifier qu'on va voter un budget rectificatif déficitaire d'environ 17 millions d'euros. On va nous parler de pourcentage des investissements sur l'ensemble du budget. On va nous parler de l'avancée capitale de la construction de la tour du jardin exotique dans les cartons depuis 2003. En fait, la majorité va reprendre les arguments qu'elle utilisait pour s'abstenir systématiquement auparavant. Je suis persuadé que le budget sera excédentaire à la clôture. Alors, Monsieur le ministre, rassurez-vous, j'ai voté avec ma majorité le primitif 2013. Personnellement, je voterai ce rectificatif, qui n'apporte que peu de modifications par rapport au primitif. De sorte que, si M. Nouvion et sa majorité, ayant de la suite dans les idées et le courage de leurs opinions maintes fois martelées, ne s'abstiennent comme à l'accoutumée, de sorte que, donc, le budget rectificatif soit adopté grâce à ma voix. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Robillon. La parole est à Monsieur Burini. Merci. Nous nous apprêtons ce soir à nous exprimer sur le projet de loi 913 portant fixation du budget rectificatif de l'exercice 2013. Si, comme vous le disiez, Monsieur le ministre, dans votre réponse au rapport de la Commission des finances et de l'économie nationale, je cite, « Conformément aux prérogatives de chacun, il paraît conforme à nos institutions que ce travail émane du gouvernement. » Je me permets de rappeler qu'en tant que co-législateur, nous pouvons approuver ou rejeter la loi de budget. Au travers des documents budgétaires, des chiffres présentés et débattus tant au cours de nos séances privées qu'en séances publiques, c'est bien de la politique économique et sociale de Monaco dont il s'agit. Le budget doit refléter les grandes orientations politiques de la principauté, ses recettes, les choix et les arbitrages en matière de dépenses et d'interventions publiques, ainsi que les investissements stratégiques décidant de son avenir. Les lois de budget sont au cœur de notre action politique et de notre mandat. Voilà où se situe notre préséance par rapport à d'autres conseils ou entités aussi respectables et avisés soient-ils. Voilà où se situe la responsabilité constitutionnelle octroyée au Conseil national par les monégasques tous les 5 ans. Ce rôle institutionnel est si considérable qu'il nous permettrait, à l'instar de grandes démocraties, de décider d'un shutdown. Et contrairement aux États-Unis,
Chez nous, les fonctionnaires continueraient à être payés. Mais entre gens responsables et raisonnables, la politique du pas vers l'autre qui vous est si chère, Monsieur le ministre, a toujours permis d'éviter de telles extrémités. Mais revenons au budget rectificatif 2013 qui nous a occupés durant 2 jours. Les recettes de l'année 2013 sont favorables et les dépenses ont été contenues. Cela nous permet, sans optimisme excessif, d'envisager un budget réalisé à la hauteur de l'année 2012. Mais nous savons aussi que tout va bien, aussi longtemps que la croissance est assez forte pour panser les plaies qu'elle ouvre constamment dans le corps social. Le gouvernement nous a écoutés et entend ouvrir une réflexion sur la dépendance, sujet où il faut raisonner en termes de génération plus qu'en termes d'élection. Le gouvernement nous a entendus concernant la problématique du logement, tant en termes de construction à venir que d'optimisation du parc existant. Le gouvernement nous a entendus concernant la gestion du fonds de réserve constitutionnel, bien qu'il faille entamer aujourd'hui une réflexion sur les rendements, et le Conseil national ne cessera d'être extrêmement attentif à ce que son utilisation reste circonscrite à son cadre constitutionnel. Autant de chantiers où les attentes seront à la hauteur des enjeux, autant de chantiers qui demeurent sous surveillance. Je voterai en faveur de ce budget rectificatif 2013, mais je veillerai sans relâche tout au long de ce mandat au respect par le gouvernement de nos attributions institutionnelles dans le cadre de la fonction qui nous a été confiée. Merci. Merci, Monsieur Burini. La parole est à Monsieur Crovetto. Et qui d'autre souhaite prendre la parole, s'il vous plaît? Merci. Je vous en prie, Monsieur Crovetto. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs le Conseil de gouvernement, mes chers collègues, après 2 jours de débat budgétaire, mon sentiment est mitigé. D'un côté, je suis resté sur ma faim. Je n'ai pas vraiment vu de stratégie long terme du gouvernement pour Monaco. Le gouvernement oublie également de consulter en amont la Haute Assemblée pour des sujets aussi importants que la future extension en mer ou mieux encore la SBM. Pourtant, concernant cette dernière, tout le monde a bien conscience que la situation est très difficile tant sur le plan économique que social. Par ailleurs, certaines de vos réponses, Monsieur le Ministre, sur des sujets techniques mais importants pour l'avenir de Monaco et des Monégasques, tels que le multifamily office ou la propriété commerciale dans les domaines pour les commerçants monégasques, n'étaient pas satisfaisantes. Mais j'y reviendrai pour le budget primitif. Et pour couronner le tout, Monsieur le Ministre, vous nous accusez de vouloir faire de la cogestion pour essayer de justifier votre manque d'informations préalables auprès du Conseil national. Pourtant, nos demandes se font dans le strict cadre de nos prérogatives institutionnelles. J'ai beau être nouvel élu, je sais que le Conseil national n'est pas et ne doit pas être le greffier du gouvernement. Nos institutions doivent travailler ensemble en respectant les prérogatives de chacun dans un esprit constructif et positif. Et peut-être écouter nos conseils et suggestions de bon sens, comme vous le faites pour ceux du Conseil supérieur de l'attractivité, ils se rejoignent de temps en temps. Il s'agit parfois de demandes faciles à mettre en œuvre et peu onéreuses, comme la gratuité des bus pour les scolaires résidant à Monaco, non pas pour des raisons financières, mais pédagogiques. Je reste cependant optimiste. J'ai vu durant les débats Monsieur le conseiller des Finances réceptif à notre proposition de filialiser le patrimoine immobilier de la SBM afin de fournir à cette dernière des sources de financement. Par ailleurs, nous avons eu des avancées, pas toujours suffisantes, certes, mais soyons positifs, dans des domaines clés. Des logements nécessaires pour les familles monégasques, avec des constructions enfin relancées. De l'offre de bureaux indispensable pour le développement économique. Une recherche de synergie entre les domaines et l'habitat. La promesse d'une meilleure gestion du fonds de réserve constitutionnel, notre bas de laine. Aussi, je voterai en faveur de ce budget rectificatif, mais avec une mention doit faire ses preuves à l'examen, c'est-à-dire au budget primitif 2014. Je vous remercie. Merci, Monsieur Crovetto. La parole est à Monsieur Robineau. Avant que Monsieur Robineau s'exprime, qui souhaite prendre la parole après Madame Rossi? Merci beaucoup. Je vous en prie, Monsieur Robineau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, nous voilà arrivés au terme de l'étude de ce budget rectificatif et s'agissant d'une première expérience, j'en garderai pour ma part un sentiment partagé. Sur les chiffres à proprement parler et sans être exhaustif, je retiendrai un certain nombre de points positifs et négatifs. Parmi les points positifs, je note avec un optimisme mesuré la réduction du déficit budgétaire,
ramené de 39 millions d'euros à 17 millions d'euros, qu'il faut toutefois pondérer par les 32 millions d'euros de crédits d'équipement disponibles non dépensés sur l'exercice précédent. On ne peut que se féliciter de l'augmentation des crédits de près de 3,3%, inscrits au chapitre des budgets d'équipement et d'investissement, avec par exemple l'inscription des crédits nécessaires à la réalisation des études de l'opération Villa-Langelin, fortement souhaitée par notre majorité, ou les efforts consentis pour la réfection tant attendue de la rue Princesse Caroline. En tant que médecin, président de la commission médicale du CHPG et en tant qu'élu responsable du groupe santé du Conseil national, je ne peux que me féliciter de l'écoute et du soutien du conseiller pour les affaires sociales et la santé en vue de la création prochaine d'une unité de soins palliatifs à l'hôpital. On ne peut également qu'apprécier la majoration du montant des dépenses d'intervention publique dans le domaine social, notamment en ce qui concerne la subvention allouée à l'Office de protection sociale au titre des prestations d'autonomie des personnes âgées ou des aides aux personnes handicapées. A contrario, il faut relever un certain nombre de points négatifs, au rang desquels une baisse substantielle de l'impôt sur les bénéfices contrastant étonnamment avec la hausse de la TVA perçue, ou encore les mauvais résultats récurrents de la SBM qui, au-delà des conséquences économiques, comportent un risque social majeur. Au-delà des chiffres, je souhaite que s'instaure et se renforce entre le gouvernement et le Conseil national nouvellement élu une relation de confiance permettant un libre échange d'idées et d'informations afin que, dans le plus strict respect des institutions, chacun puisse honnêtement jouer son rôle. Je veux voir, dans les réponses apportées par le gouvernement aux propositions de la majorité concernant les besoins en logements domaniaux, les possibilités d'amélioration de la gestion du parc domanial ou d'optimisation de la gestion du fonds de réserve constitutionnelle, comme dans la réactivité de la Haute Assemblée à voter les crédits nécessaires au maintien de la position satellitaire de la principauté, le témoignage de cette volonté de faire un pas vers l'autre. J'espère qu'un même esprit animera nos futurs échanges, en particulier sur le dossier du nouvel hôpital ou celui de la future extension en mer. Je voterai donc favorablement, Monsieur le ministre, cette loi portant sur le budget rectificatif 2013. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Robineau. La parole est à Madame Rossi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement, Monsieur le Président, chers collègues. Lors de mon intervention lundi soir, je me suis inscrite dans cette discussion comme nouvelle élue, soucieuse de la considération du gouvernement pour le Conseil national, dans le strict respect des institutions et de la Constitution. Pas plus, pas moins, Monsieur le ministre. Si je parle des institutions, des textes qui les régissent, les régulent et les font vivre, c'est parce que j'ai eu le sentiment qu'ils ont été beaucoup invoqués durant ces débats. Comme si, après ces élections, on ne savait pas très bien où placer le curseur de la part du gouvernement vers ce Conseil national nouvellement élu. Notre système politique a fait ses preuves et continuera d'être le socle inaliénable de notre beau pays pour le bien des Monégasques et de la population tout entière. Aussi, il ne faut pas se tromper de débat. Et j'ai le sentiment que de partenaires institutionnels, nous sommes perçus tantôt comme un allié, tantôt comme un associé, parfois comme une rumeur qui voudrait que l'on ne veuille pas ci ou que l'on ne voterait pas cela, afin de basculer vers une responsabilité qui ne nous incombe pas. De ces débats, je l'ai dit, j'attendais beaucoup, d'autant que le budget rectificatif n'a pas été voté par la majorité. J'ai compris que si le gouvernement devait lui-même se remettre dans la boucle concernant en particulier les problèmes de la SBM, le Conseil national devra, lui, continuer de marquer sa volonté politique pour ne pas se retrouver informé, parfois après la presse, des principaux projets de notre pays. Cependant, j'ai de l'espoir, car je crois au bon sens commun et je crois aussi que l'énergie positive et constructive de la majorité finira par l'emporter sur le doute et parfois la méfiance. Je suis une pragmatique, mais j'ai le défaut de ne croire que ce que je vois. Et ce que je vois encore, c'est que la Haute Assemblée ne dispose pas encore des informations relatives aux grands projets de la SBM. Je vois que le gouvernement veut communiquer avec le président du Conseil national et sa majorité par le biais de commissions plénières d'études pour le suivi de la construction du nouvel hôpital.
Je vois que rien n'est clair quant à l'association en amont du Conseil national au projet exceptionnel d'extension en mer. Pour ces raisons, et me réservant, je l'espère, pour un vote en faveur du prochain budget primitif, je m'abstiendrai sur ce budget rectificatif 2013. Je vous remercie. Merci Madame Rossi. La parole est à Madame Fresco. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, pour ces premières séances budgétaires de la nouvelle mandature, je reste sur une note positive et optimiste. Depuis de nombreuses semaines, nous faisons le point sur ce budget rectificatif de l'État et il me semble, comme ont commencé à le dire certains de mes collègues, qu'il y a de bons signaux, malgré quelques absences. Je ne reviendrai pas, Monsieur le Ministre, sur le fait que vous ayez dû devoir baliser le rôle du Conseil national en nous rappelant nos limites institutionnelles. Nous sommes tous dans cette enceinte de fervents défenseurs de la monarchie constitutionnelle et héréditaire. Nous avons déjà fait nos preuves en ce domaine avant même d'être élus pendant la dernière campagne électorale. Je préfère me satisfaire des avancées obtenues en termes de logement, en termes de mobilité et d'incitation au transport en commun pour améliorer la circulation intramuros. Je préfère constater que le niveau des dépenses d'investissement remonte progressivement, même si nous sommes encore loin du tiers des dépenses souhaitées par la nouvelle majorité. Je préfère observer que les familles monégasques sont toujours autant soutenues par le gouvernement. Je préfère me concentrer sur l'efficacité et la capacité de travail de la majorité Horizon Monaco qui, en quelques mois, a voté des textes législatifs essentiels en matière judiciaire. Je préfère enfin traduire rapidement nos promesses électorales en propositions de loi, comme celle qui a été renvoyée à la commission que j'ai l'honneur de présider et qui permettra de pouvoir apposer le nom de jeune fille de la mère à celui de l'enfant. Je serai par ailleurs attentive à tout texte éventuel qui permettrait de solidifier et de développer le lien intergénérationnel, ainsi que nous l'avions souhaité dans le projet politique de la majorité. Cette majorité est au travail et elle joue son rôle, et rien que son rôle, Monsieur le Ministre. Et pour permettre un vote majoritairement favorable à ce budget, je le voterai ce soir. Je vous remercie. Merci Madame Fresco. La parole est à Monsieur Grinda. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, chers compatriotes. La charge de conseiller national s'apprend lentement et ces séances réservées à l'étude du budget rectificatif furent riches d'enseignements techniques et même tactiques. J'ai notamment pu constater qu'ici aussi on pouvait faire du théâtre, parfois avec passion et même avec sincérité. Le président rapporteur de la Commission des finances, M. Burini, n'a pas donné de recommandation de vote à la fin de son texte. Il est logique avec lui-même, puisqu'avec ses collègues de l'opposition passée, devenus aujourd'hui une majorité par la volonté de 50,34% des électeurs, il s'était abstenu lors du vote du budget primitif 2013. De mon côté, n'ayant pas participé aux travaux ayant permis le vote de ce budget, je ne dispose d'aucun recul objectif me permettant une réelle appréciation politique de la nouvelle situation budgétaire rectifiée. Tout en saluant le travail du gouvernement, et notamment de Monsieur le conseiller aux finances et de ses équipes, je serai donc logique avec moi-même et je m'abstiendrai. Toutefois, dès le vote du primitif 2014, je serai en mesure, sans concession, de prendre toutes mes responsabilités en m'engageant clairement, ce qui est somme toute le mandat que nous ont confié les électeurs. Pour ce soir, veuillez noter mon abstention. Merci Monsieur Grinda. La parole est à Monsieur Cuqui. Et après, je n'ai pas de tour de parole, je ne sais pas qui. Merci beaucoup. Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, à l'ouverture de nos débats sur le budget rectificatif, j'avais indiqué que je trouvais quelques motifs de satisfaction aux modalités de travail mises en place entre le Conseil national nouvellement élu et le gouvernement dans le dossier du logement dont je suis en charge. Modalités qui nous ont valu en quelques mois des avancées significatives et concrètes, dont certaines bénéficieront à nos compatriotes dès la prochaine commission d'attribution de novembre. Je me félicite qu'à l'occasion de ces séances publiques, le gouvernement, par votre bouche, Monsieur le Ministre, ait lui-même reconnu que cette nouvelle méthode de travail, qui privilégie la transparence et la concertation en amont, doit servir d'exemple à l'ensemble des relations entre nos deux institutions. On comprendrait mal dans ces conditions que le président de la commission du logement que je suis émette un vote défavorable sur un rectificatif qui demeure somme toute un simple ajustement technique à un budget primitif qu'aucun des membres de la majorité n'a voté.
et ce, d'autant plus que cette nouvelle méthode a également porté ses fruits dans un autre dossier qui me tient à cœur, celui de la création d'une unité de soins palliatifs au sein de l'hôpital actuel, sans devoir attendre la livraison du nouvel hôpital. Je tiens à cet égard à rendre hommage à Monsieur le conseiller pour les affaires sociales et la santé, qui a su rendre possible cette réalisation en faisant sienne notre demande de l'intégrer au programme de réaffectation du bloc C des Tamaris. Ainsi, la politique d'excellence qu'il s'attache à poursuivre avec notre entier soutien dans le domaine de la santé s'appliquera également à l'accompagnement des patients en fin de vie et de leurs familles. Voilà, Monsieur le Ministre, l'illustration d'une collaboration réussie où nos deux institutions ont joué leur rôle, chacune à leur place et dans la concertation, au service de l'intérêt général. Vous avez tenu à plusieurs reprises au cours de ces débats à nous rappeler, en juriste averti, l'esprit et la lettre de notre Constitution. Permettez-moi donc d'abonder dans votre sens en précisant qu'elle impose au Conseil national, comme au gouvernement, des droits et des obligations. Ce que vous semblez parfois perdre de vue quand mon regard se tourne vers les jadis vertes prairies du jardin des Boulingas. En l'absence de toute loi de désaffectation, les pelleteuses qui y sont déjà à l'œuvre creusent chaque jour un peu plus la tombe des beaux principes dont vous nous fîtes la leçon. Et chaque mode de terre arraché ensevelit un peu plus l'espoir d'un vote favorable sur ce projet de loi, dont il faudra bien, un jour ou l'autre, saisir notre Assemblée, conformément à la Constitution. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir lors des débats qui vont s'ouvrir sur le budget primitif 2014, qui engagera réellement l'appréciation de la majorité sur l'action du gouvernement. J'ai bon espoir, comme vous, Monsieur le Ministre, que l'expérience aidant, cette seconde discussion budgétaire menée ensemble nous permettra de trouver le juste équilibre que chacun de part et d'autre appelle de ses vœux. Je voterai donc cette loi de budget. Merci. Merci, Monsieur Cuqui. La parole est à Monsieur Poirier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les conseillers, chers collègues. Au cours de nos débats, j'ai pu saluer les avancées que la nouvelle majorité Horizon Monaco a pu obtenir sur la politique du logement, notamment avec le lancement d'une nouvelle opération avec la village L'Angelin au Jardin Exotique, avec une collaboration constructive avec les services du département des finances et de l'économie, entre autres sur les commissions d'attribution et la destination des locaux. Mais finalement, à part la politique du logement des Monégasques, qu'en est-il? Au cœur de la problématique de l'emploi, de la santé et du social, le président de la CISAD s'interroge. En tout premier lieu, je me dois d'évoquer le dossier législatif du premier semestre, à savoir le projet de loi sur la protection des personnes handicapées. Comme je l'avais annoncé au cours des dernières séances publiques, dès notre investiture, les membres de la CISAD ont beaucoup travaillé pour étudier dans le détail ce texte qui était en attente au Conseil national depuis la fin d'année 2011. Nous espérions sincèrement qu'une mobilisation importante de part et d'autre de la place de la Visitation pouvait permettre de répondre favorablement au vote de ce texte, en attente depuis trop longtemps. Malheureusement, il a fallu attendre plus de 5 mois pour disposer des textes réglementaires d'application, et les questions envoyées fin juin ont reçu réponse la veille de la séance publique sur le budget rectificatif, vendredi dernier. Bien sûr, les vacances d'été sont passées par là, mais nous n'aurons malheureusement pas le temps à présent de pouvoir présenter ce texte à la prochaine session législative, ce que je regrette personnellement. L'emploi et le social sont des sujets de préoccupation de la CISAD. Et à ce titre, je ne peux pas passer sous silence le dossier de la SBL. Le climat social dans la société est délétère. Les syndicats et les dirigeants campant chacun sur ses positions, la machine est grippée. Il en est de même avec la Haute Assemblée, le dialogue est crispé, cela n'a échappé à personne. Certes, vous avez répondu favorablement à l'organisation plus régulière de commissions mixtes, Monsieur le Ministre. Mais faut-il que ces réunions soient de qualité, que l'échange soit permanent? Le moins que l'on puisse dire, c'est que la communication actuelle ressemble plus à un monologue. L'écoute semble avoir disparu. La machine avance, à plein régime, mais elle a oublié d'associer à son projet industriel son personnel et malheureusement aussi ses propres clients. Emploi, dialogue social, les personnels sont en attente. En ce qui concerne l'écoute, justement, nous l'avons maintes fois répété, Monsieur le Ministre, le Conseil national souhaite être informé au préalable, être associé pour donner son avis quand cela a encore un sens et non pas pour entériner une situation déjà figée. Tirons des leçons de ce qui se passe actuellement sur le dossier de la SBM et faisons en sorte, ensemble, que les grands dossiers de la principauté de demain soient gérés avec intelligence et nous permettent,
chacun à sa place, tel que prévu par nos institutions, d'œuvrer pour le bien de Monaco dans l'intérêt général. Devenir la société des bains de mer, climat social, priorité nationale, construction du nouvel hôpital, prise en compte dans la politique de santé publique de ce qui est appelé aujourd'hui le 5e risque, à savoir la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Je vous appelle à terminer, Monsieur Poirier. Dès lors, mon vote sera l'abstention pour ce budget rectificatif 2013. Je vous donne rendez-vous, Mesdames et Messieurs du gouvernement, pour le budget primitif 2014, en appelant de mes vœux un changement de méthode de travail entre nos institutions. Merci, Monsieur Poirier. Je vous en remercie. La parole est à Monsieur Ficini. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs le Conseil de gouvernement, chers collègues, comme certains membres de cette Assemblée viennent de le rappeler dans leur intervention, nous entérinons ce soir le budget rectificatif du budget primitif 2013, budget primitif voté par l'ancienne majorité. Sur ce budget, un certain nombre d'élus présents ici ce soir, au sein de la nouvelle majorité Horizon Monaco, s'étaient abstenus. Nous aurions pu voter en touche. Mais telle n'est pas notre conception d'élus responsables. Ce budget rectificatif 2013, nous l'avons étudié avec attention, posé les questions qui s'imposaient, et chacun de nous, avec les réponses apportées par le gouvernement, a pris ou va prendre ses responsabilités. Ce budget, même si ce n'est qu'un budget rectificatif, a permis à certains d'entre nous, nouveaux élus, de se faire une idée du mécanisme et du fonctionnement des finances publiques. En l'état, ce budget rectificatif 2013 est, comme tous ses prédécesseurs, l'occasion de relever certaines subtilités comptables. Encaissement différé, report de crédit, recettes exceptionnelles de dernière minute sur le siège ou de dépenses d'ailleurs, etc., etc. En somme, rien de bien nouveau. Lors des commissions plénières d'études qui ont précédé ces séances publiques, nous avons déjà, Monsieur le Ministre, fait part de nos remarques, de nos réflexions et de nos idées pour le futur. Mais comme je l'ai rappelé lors de mon intervention de politique générale, la nouvelle majorité est déjà projetée vers les prochains budgets. Nous serons donc très attentifs et vigilants avec les lignes budgétaires du budget primitif 2014 qui devront tenir compte de nos propositions issues de notre projet politique, celui d'Horizon Monaco, et pour lesquelles nous nous sommes engagés vis-à-vis de nos compatriotes. Depuis février dernier, nous avons avancé sur beaucoup de domaines, mais il faut maintenant concrétiser, et la route est encore longue. Continuons, gouvernement et Conseil national, à travailler de concert, et s'il doit y avoir un vainqueur à l'issue de ces débats, ce ne sera ni le gouvernement, ni le Conseil national, mais notre pays. Vous comprenez notre attente, nous attendons des résultats tangibles. Je rappelle une fois encore le pas vers l'autre, car il est essentiel pour le bon fonctionnement de nos deux institutions. J'attends avec confiance le contenu du prochain budget primitif 2014 pour m'en faire une idée. Si tel devait être le cas, vous serez, Monsieur le Ministre, alors assuré de mon entier soutien. Dans cette attente, je m'abstiendrai sur ce budget rectificatif 2013. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ficini. La parole est à Monsieur Boeri. Et ensuite, je n'ai plus de prise de parole. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement, mes chers collègues, chers amis, je voterai le budget rectificatif pour une question de principe et peut-être même philosophique. Le budget a été voté lors de la mandature précédente, dans un contexte qui était celui du moment, et je ne me vois pas aujourd'hui, dans un contexte forcément différent, laisser penser qu'on aurait pu faire autrement. Je rajoute que le contrôle des dépenses ayant fait son travail, je lui fais confiance. J'insiste sur ce mot « confiance ». J'aurai l'occasion d'y revenir lors du budget primitif 2014. Ce vote ce soir, évidemment, ne m'engage en rien pour la suite. Je voudrais juste rajouter ce qui est évident, mais qui va, sans le dire, vaut mieux en le disant. J'appartiens au groupe Horizon Monaco, je suis totalement solidaire avec lui. Cela n'empêche en rien d'avoir ma liberté de vote, comme nous avons tous notre liberté de conscience. Lundi soir, j'ai annoncé des propositions en ce qui concerne la pratique et l'efficacité du travail entre le Conseil national et le gouvernement, et réciproquement. Faisons un rêve. Si le gouvernement nous disait son ambition, sa vision pour Monaco, si le budget n'était alors que la résultante formelle et comptable de cette ambition. Faisons un rêve. Si le gouvernement nous disait les domaines clés et prioritaires
où il va agir pour répondre à cette ambition. Faisons un rêve. Si le gouvernement nous disait quels sont les domaines clés qui concernent, par exemple, l'attractivité de Monaco, le développement, le domaine social, la sécurité, l'environnement, j'en passe. Faisons un rêve. Si le gouvernement nous disait les objectifs concrets poursuivis et des actions en cours pour chacun des domaines clés, et par exemple, pour ce qui concerne l'attractivité. L'attractivité active, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fait en ce qui concerne faire venir à Monaco des entreprises et lesquelles, les entrepreneurs, les touristes, les congrès, etc. L'attractivité passive, c'est encore donner envie de rester et vivre à Monaco. La qualité de vie, la culture, etc. Faisons un rêve. Si ce budget n'était que la résultante logique et financière indigeste, mais nécessaire, traduisons cette ambition et cette vision. D'autant que nous ne partons pas d'une page blanche. Au fond, il s'agit, même si cela peut paraître compliqué, de classer le budget en fonction des objectifs poursuivis et moins à partir des codes comptables. Le budget rectificatif nous dirait alors là où nous en sommes par rapport à là où nous voulons aller, chacun dans ses domaines clés, très au-delà des seuls chiffres comptables. Je vous remercie. Merci, Monsieur Boéry. La parole est à Madame Lavagna. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, les discussions budgétaires ont toujours une importance particulière. Elles permettent à chacun de défendre sa position et de prendre part au débat en conséquence. Spécialement en début de législature, elles posent les jalons de notre travail futur dans les 5 prochaines années. Je ne surprendrai personne en soulignant mon attachement au bon déroulement du travail législatif. La commission de législation, que j'ai l'honneur de présider, comme les autres d'ailleurs, s'est mise activement au travail et a contribué au vote de 2 textes majeurs inscrits dans notre projet politique, la garde à vue et l'administration judiciaire. Elle l'a d'ailleurs fait dans de brefs délais et renouvellera ce modus operandi à chaque fois qu'elle le pourra. D'autres textes sont actuellement à l'étude, comme la prescription civile, le droit international privé ou l'aviation civile. Plus technique, il n'en demeure pas moins essentiel à l'évolution législative qui s'inscrit nécessairement dans la durée. C'est pourquoi la commission de législation fera également des propositions, et ce, tant en ma qualité de présidente qu'en ma qualité d'avocate. Il me semble que le temps est venu de procéder à une vaste réforme de la procédure civile. Bien évidemment, nous sommes tous conscients de la difficulté de mener une réforme d'ampleur sans concertation et sans échange. C'est pourquoi la majorité proposera des réformes ponctuelles et ciblées et espère que le gouvernement princier verra d'un œil bienveillant ces propositions de réforme. Pour l'heure, vos déclarations en séance publique, Monsieur le Ministre, me laissent penser qu'il en sera ainsi et que le gouvernement est prêt, sur le terrain législatif, à travailler de manière constructive avec le Conseil national. Je vote donc pour que les actions se joignent aux paroles durant cette législature. Je vote pour la confiance et les échanges constructifs dans le cadre du respect de nos institutions. Je voterai donc pour le budget rectificatif 2013. Merci Madame Lavagna. La parole est à Monsieur Elena. Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les conseillers du gouvernement, chers collègues, tout d'abord, je tiens à féliciter Monsieur le Président de la Commission des finances pour la qualité de son rapport sur la loi portant la fixation du budget rectificatif de l'exercice 2013. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, on a passé 2 journées à les étudier. Mais par contre, je vais parler de 2 sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Monsieur le Ministre, je ne peux imaginer que vous avez entendu les inquiétudes des conseillers nationaux au sujet de la Société des bains de mer. Même si mon avis est un peu plus optimiste, on ne peut nier que la situation de la SBM est délicate. Les travaux nécessaires de l'hôtel de Paris font naître des craintes sociales. Je compte sur vous, en tant qu'actionnaire majoritaire, pour que le maximum soit fait et qu'il n'y ait aucun licenciement. Le deuxième sujet va vers l'éducation nationale, et plus particulièrement sur le sport.
Aujourd'hui, il est temps de donner au directeur de l'Éducation nationale les moyens humains et financiers afin de mettre en place une vraie politique générale du sport. Mardi, M. Svara a fait une intervention sur la ZAC Saint-Antoine, et plus particulièrement sur les gymnases de la ZAC Saint-Antoine. Comment, en partant d'une feuille blanche, on a pu commettre autant d'erreurs? Une centralisation du sport me paraît nécessaire afin d'éviter tous ces problèmes. Mais nous en reparlerons certainement lors du budget primitif 2014. Monsieur le ministre, vous avez toute ma confiance et je vote pour le budget rectificatif 2013. Je vous remercie. Merci, Monsieur Héléna. La parole est à Monsieur Ritt. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, contrairement aux usages établis, vous répondez aux interventions de politique générale des conseillers nationaux. Loin de me choquer, ce changement, même s'il touche aux détails, est pour moi un encouragement dans ma conviction que rien ne doit être immuable dans les relations qu'entretiennent nos deux institutions. Mais la réponse que vous avez apportée à mes propos ne me satisfait pas. Vous nous avez rappelé, sur un ton empreint de fermeté, que le gouvernement n'a pas pour mission de réaliser le programme électoral de la majorité. Permettez-moi d'atténuer quelque peu la rigueur de cette formule. La majorité est l'émanation des monégasques. Elle est en charge de transmettre leurs souhaits inscrits dans le programme électoral. Au risque d'être accusé de sophisme, nous arriverions bien vite à en conclure que le gouvernement n'est pas là pour réaliser les souhaits des monégasques. Au minimum, Monsieur le ministre, nous aurions aimé vous entendre dire que ce programme électoral était pour le gouvernement une importante source d'inspiration. Mais trêve de naïveté. Si, pour les élus, leur programme est un engagement à l'égard de leur électorat, ces mêmes élus sont bien conscients que, pour le gouvernement, ce programme n'a pas plus de poids qu'une lettre au Père Noël. Et quand je vous affirme qu'aujourd'hui, ce n'est pas la Constitution que nous voulons changer, mais certaines habitudes, cela ne génère pas beaucoup plus de commentaires. Mais peut-être ai-je été trop évasif. Je vous exprime donc mes profondes inquiétudes de ne pas voir évoluer la manière dont le gouvernement fait usage du Conseil national. Cet état de fait représente un réel danger de stimuler des nostalgiques du parlementarisme, justifiant leur conviction par la frustration prolongée d'être laissés à côté des informations ou d'être toujours informés après les grandes décisions, et pas avant, de n'exister que lorsque les textes entêtés exigent leur participation. Notre Constitution est unique, mais elle peut se lire de deux manières. Quand est-il inévitable d'associer le Conseil national aux réflexions? Ou à l'inverse, quand est-il possible de le faire? Tout réside dans cette nuance. Et si, Monsieur le ministre, un réel souhait de changement était en train de voir le jour au sein de ce Conseil, si lassé des trocs budgétaires de dernière minute, des ententes de coulisses en comité ultra restreint et autres manifestations de compérage, comme nous avons eu le loisir d'en observer depuis bien des années, si donc un nombre toujours plus grand d'élus réclamait ce changement, sauriez-vous les entendre? Pour ma part, je n'hésite pas une seconde à m'engager sur le fait que notre président du Conseil national, lui, serait favorable à une telle évolution. Monsieur le ministre, pour le moment, vous avez jugé opportun de vous abstenir d'apporter une vraie réponse à mes interrogations. Je reste pourtant confiant dans les perspectives de progresser que cette législature, tout juste adolescente, peut encore nous offrir. Mais aujourd'hui, je m'abstiendrai de voter ce budget. Merci. Merci, Monsieur Ritt. Plus personne n'a demandé la parole. Qui souhaite intervenir parmi nos collègues, s'il vous plaît? Madame, je vous en prie. Madame Amorati-Blanc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement, Monsieur le Président, chers collègues, il me semble que le gouvernement et la Haute Assemblée sont capables d'avancer ensemble, selon la politique du pas vers l'autre, comme c'est désormais l'expression consacrée, sans tomber dans le consensus préalable ni les accords de coulisses, mais selon des débats sains, parfois animés, mais toujours constructifs. Ces séances publiques ont montré que les élus sont prêts à traiter de tous les sujets et de tous les problèmes que rencontrent les Monégasques, que nous représentons dans cette enceinte. Nous représentons l'ensemble de la communauté nationale dans le souci de la préservation de notre modèle économique et social avancé et dans celui de l'intérêt général.
L'intérêt général, c'est celui des compatriotes dans leur dimension collective, complète et dénuée d'intérêts particuliers, corporatistes ou syndicaux. Pour l'expression de ces intérêts corporatistes, il y a la filière syndicale classique. Et il ne faut pas se tromper de casquette lorsqu'on prend la parole dans l'hémicycle, surtout pour ne s'exprimer que sur le sujet de la SBM et rester silencieux sur tout le reste. L'intérêt général, c'est celui qui nous pousse, en tant qu'élus responsables et non sectaires, à se préoccuper de Monaco, de sa communauté nationale et de son avenir commun. L'intérêt général n'est pas, je l'espère, la somme d'intérêts particuliers. J'ai plus d'ambition que cela pour mon pays. Parce que, globalement, l'intérêt général me semble préservé dans le cadre des avancées de bon sens que le gouvernement a consenti à nous présenter et en vue d'une étude positive du prochain budget primitif 2014, alors je voterai ce budget rectificatif 2013. Merci Madame Amorati-Blanc. Plus personne n'a demandé la parole. Qui souhaite intervenir? Bien, Monsieur Barry-Larraud. Je vous remercie. Monsieur le ministre d'État, Madame le conseiller de gouvernement, Messieurs les conseillers de gouvernement, Monsieur le Président, chers collègues, comme l'a souligné le Président de la Commission des Finances dans les premiers paragraphes de son rapport, nous sommes 14 élus à scier ce soir les plâtres du premier acte important de cette nouvelle mandature. 14 élus de toutes tendances, mais vraisemblablement avec des horizons différents. En ce qui me concerne, c'est un des premiers instants solennels, un moment particulier où je prends la mesure de la responsabilité qui m'incombe, de la place du rôle d'un conseiller national dans le triptyque institutionnel qui caractérise et définit notre régime. Les premières séances publiques législatives de juin dernier ont permis de voter des textes importants sur la réforme de la garde à vue ou l'administration de la justice, mais les débats que nous avons depuis lundi dernier marquent clairement le principe de la recherche de l'équilibre entre le plan d'action du gouvernement et le programme électoral de la majorité. Mais cette solennité revêtira un aspect encore plus important au moment du vote du budget primitif 2014, dont nous serons vraiment tenus pour responsables. En effet, les écritures rectifiées que nous devons soumettre à nos suffrages dans un instant sont celles d'un budget pour lequel les élus de mon groupe politique se sont abstenus en grand nombre en décembre 2012. Il faut cependant souligner que la nouvelle majorité Horizon Monaco a été rapidement entendue par le gouvernement en matière de logement domanial en obtenant des avancées notables avec le programme de la Villa Angelin qui permettra de loger plus de 100 familles monégasques. En revanche, force est de constater que le problème inhérent à la SBM pèse fortement sur le bilan que je dois faire à l'heure où nous parlons. Outre le défaut d'information dont la plupart de mes collègues s'étaient émus ces derniers jours, il existe un profond malaise social au sein de cette société. Absence de dialogue social serein, judiciarisation des négociations salariales, inquiétude de nombreux collaborateurs. Non, ce n'est pas la vision angélique dépeinte par M. Léna qu'il faut retenir, d'autant plus qu'il est difficile de savoir s'il exprime en qualité de secrétaire général de syndicat ou en vertu d'un mandat qui lui donne l'obligation de représenter l'ensemble de ses compatriotes et pas seulement une catégorie. La SBM est à un tournant de son histoire. Des réformes structurelles sont nécessaires pour s'adapter face à la concurrence et les décisions essentielles seront bientôt prises pour assurer le financement de projets pharaoniques qui auront un impact non seulement sur les salariés, mais aussi sur l'ensemble des acteurs économiques qui seront touchés par les travaux de la place du Casino. Le Conseil national doit retrouver la place et le rôle historique qu'il aurait dû toujours garder en ce qui concerne cette société, pour que les décisions qui soient prises le soient dans l'intérêt général et la satisfaction de tous. Au regard de mes positions sur ce dossier, et tant que le niveau d'information stratégique du Conseil national ne sera pas satisfaisant, je ne serai pas en mesure de voter un budget dans ce contexte. Je vous remercie. Merci, M. Barry-Larraud. La parole est à M. Svara. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons au terme des débats sur le budget rectificatif 2013 qui se sont déroulés dans un esprit positif et constructif entre majorité, opposition et gouvernement. Et si parfois des sujets importants pour l'avenir de Monaco ont été évoqués de manière véhémente entre majorité et opposition, mais également entre majorité et majorité, c'est bien la preuve que le Conseil national est toujours au cœur d'une concurrence intellectuelle probablement nécessaire pour aboutir au mieux-être des Monégasques. Mais revenons à ce budget rectificatif. D'un point de vue strictement budgétaire, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce budget est dans la droite ligne de la politique menée par le gouvernement depuis 3 ans, en vue d'un retour à l'équilibre de nos finances publiques. Un montant record de recettes de 920 millions d'euros, en progression de 4,5% par rapport au primitif 2013, et un déficit prévisionnel ramené de 39 millions à 18 millions d'euros en fin d'année. Les bons résultats anticipés à la clôture des comptes sont bien de nature
à rassurer sur la bonne santé de nos finances publiques et sur la solidité de notre économie. Celle-ci poursuit sa croissance. Je voudrais malgré tout apporter un bémol à cet aspect budgétaire positif que je viens de décrire. En effet, certaines de vos réponses au rapport établi par la Commission des finances m'ont quelque peu surpris. Vos réticences vis-à-vis de la création d'un groupe de travail mixte chargé du suivi de la construction du futur hôpital. Je sais le Conseil national déterminé à sa place institutionnelle, qui est la sienne, ni plus ni moins, à la création d'un tel groupe de travail. Il reviendra vers vous, Monsieur le ministre, j'ose espérer que vous saurez l'entendre. Surpris que vous considériez le cadre réglementaire et doctrinal bien adapté au développement du multifamily office en principauté. À ma connaissance, seul un pays, le Luxembourg, en 2012, s'est doté d'un cadre juridique approprié. Surpris de l'absence de réponse sur la possibilité de gérer la partie liquide du FRC de façon différente, en gestion prudente, de bon père de famille, par une équipe dédiée. D'autres réponses, Monsieur le ministre, m'ont en revanche pleinement satisfait. Je ne parlerai pas des travaux de la rue Caroline, chasse gardée de mon collègue M. Clérici, qui permettront de redynamiser ce quartier, ni de cet audit effectué pour le compte du gouvernement sur les coûts des frais de gestion du portefeuille du FRC. Ce qui m'a le plus séduit est la mise à disposition des entreprises ou de particuliers travaillant dans des structures individuelles de nouvelles surfaces d'activité. Sur ce point, j'ai bien noté, Monsieur le ministre, que vous entendez proposer toujours davantage rez-de-chaussée à la location à usage de bureaux dans les immeubles domaniaux. Beaucoup de professionnels attendaient cette mesure et je compte sur vous pour continuer dans cette voie. Je voterai ce budget rectificatif. Merci, Monsieur Svara. La parole est à Madame Roguignon-Vernin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, tout d'abord, je voudrais dire que j'ai longtemps hésité avant de me prononcer sur le vote ou non de ce budget rectificatif. La situation générale de l'emploi en principauté, le maintien de conditions de travail favorables aux salariés et relativement souples pour les patrons m'incite à l'optimisme en cette fin d'année 2013. Pour autant, je rappelle ici qu'il faudra continuer de faire preuve de vigilance et de déployer tous les moyens de notre attractivité professionnelle et de notre indépendance économique et financière. Cette indépendance est le seul moyen de résister mieux que d'autres aux secousses extérieures du monde qui nous entoure. Mais notre économie est dépendante d'un système de plus en plus mondialisé et nous devons nous prémunir d'attaques de ceux qui voudraient qu'on leur ressemble un peu trop. Miser sur nos atouts semble être la stratégie la meilleure et je veux porter sur notre modèle économique et social avancé un regard positif. Je vais donc voter ce budget pour accorder ma confiance aux efforts déployés par le service de l'emploi, par les entreprises monégasques qui jouent le jeu et parce que je dois être positive et optimiste en tant que vice-présidente de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses pour le travail et l'emploi. Je vote pour ce budget, mais je veux penser à ces monégasques qui sont encore au bord du chemin et dont nous devons nous occuper ensemble. On a beaucoup parlé de climat social et nous recevrons prochainement les syndicats de salariés et la Fédération patronale monégasque pour juger par nous-mêmes. Pour ce qui concerne la SBM et le climat social, nous en avons malheureusement une idée bien précise et je ne peux que le déplorer encore une fois. Monsieur le ministre, la balle est dans votre camp sur ce sujet en tant qu'actionnaire majoritaire de ce fleuron économique et de ce poumon social qu'est pour les monégasques. Sur l'autre sujet qui touche aux salariés de Monaco et aux résidents, je veux parler de la circulation. J'ai bien noté, Monsieur le ministre, la prochaine présentation à la Haute Assemblée d'un projet de parking de grande envergure au jardin exotique, reliant, pourquoi pas, le futur hôpital. Dans le même registre, j'ai également pris bonne note, Madame le conseiller pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, de la reconsidération du dossier des sorties de la gare SNCF qui constituent encore des points de blocage de la circulation. Je voterai donc ce budget. Je vous remercie. Merci, Madame Roguignon-Vernin. La parole est à Monsieur Pasquier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, l'économie de Monaco se porte bien. Ce budget rectificatif en atteste. Dans l'ensemble, ce budget est prudent et équilibré, les dépenses sont bien maîtrisées et les grands équilibres sont préservés. Je vous en félicite, Monsieur le Ministre, ainsi que tout le gouvernement, et en particulier l'équipe du département des Finances. J'ai d'ailleurs voté, comme vous l'avez noté, en faveur de toutes les lignes du budget rectificatif
qui nous est présenté ce soir. Malheureusement, ce budget ne reflète pas complètement la situation des comptes du pays. D'abord, la provision de 40 millions d'euros pour le CHPG n'est pas vraiment une dépense. Et c'est donc un budget rectificatif en excédent que vous devriez nous présenter ce soir. Je me demande d'ailleurs si cette pratique est en adéquation avec l'article 41 de notre Constitution. Plus important encore, certaines dépenses publiques ne passent pas par le budget, notamment des dépenses pour la ZAC Saint-Antoine et les acquisitions d'appartements à caractère social. Je suis informé de ces dépenses parce que j'appartiens à la commission de placement des fonds. La plupart de mes collègues n'en sont donc pas informés et surtout, tous les conseillers nationaux sont privés de voter pour ou contre ces dépenses puisque la commission de placement des fonds est simplement consultative. Je le déplore et je note que cette pratique est non seulement antidémocratique, mais qu'elle va à l'encontre de l'article 37 de notre Constitution. Les explications que j'ai tenté d'obtenir en séance privée ne m'ont pas convaincu. La première est de dire « Mais enfin, si le gouvernement et le Conseil national sont d'accord, où est le problème ?» Le problème est que nous avons une Constitution et que nous sommes tous tenus de la respecter. Comme vous le savez, un accord entre le gouvernement et le Conseil national n'est pas suffisant pour changer cette Constitution. Une deuxième explication est de dire « Pour être attractif, il ne faut pas présenter de déficit excessif. Cela ira effrayer les investisseurs et nuira à notre attractivité. » C'est à peu près l'argument qu'ont utilisé nos amis grecs pour rentrer dans l'euro. Je pense que ce raisonnement est dangereux et contraire à l'état de droit que nous sommes. Je suis le premier à admettre qu'en 2013, les ponctions sur le FRC ont été bien moindres que les années précédentes, puisqu'elles avaient largement dépassé 100 millions d'euros en 2009, en 2010 et en 2011. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler lors du vote des lois 917 et 919. C'est donc bien contre le principe même de cette pratique que je m'érige, Monsieur le Ministre. Accepter ce BR 2013 avec de petites ponctions me contraindrait à accepter des budgets avec peut-être de grandes ponctions hors budget en 2014 et lors des années suivantes. Je ne suis pas en faveur des chèques en blanc. Je voterai donc contre. Merci. Merci, Monsieur Pasquier. La parole est à Monsieur Alavena. Monsieur le ministre, Madame et Messieurs les conseillers de gouvernement, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, lundi soir, lorsque je vous ai expliqué que je déterminerais mon vote non pas selon les chiffres de ce budget rectificatif, mais selon le contenu de nos échanges et ce que je ressentirais de votre volonté de répondre aux attentes du Conseil national, attentes qui se résument à un principe très simple, être informé lorsque c'est notre droit prévu par les textes, être informé aussi lorsque c'est important pour que nous ayons des éléments d'appréciation et puissions jouer notre rôle. Oui, notre rôle est rien que celui-là, dans la lettre prévue par la Constitution, mais aussi dans son esprit. À cela, vous nous avez répondu et asséné plusieurs fois qu'il ne saurait y avoir de cogestion, que le gouvernement n'était pas supposé appliquer le programme de la majorité, que vous ne glisseriez pas vers un tel fonctionnement qui serait un changement de régime. Mais qui vous a demandé ça, Monsieur le ministre? L'avez-vous entendu une seule fois de notre bouche? C'est drôle, mais lundi, quand j'ai retravaillé mon texte pour le faire rentrer dans sa durée imposée, j'ai rayé un paragraphe, parce que je pensais qu'il allait de soi. Et visiblement, ça n'était pas le cas, je vous le livre donc ce soir. Ce n'est pas parce que vous nous avez suivis sur la plupart de nos propositions dans le domaine du logement qu'il faut en déduire que le gouvernement serait lié par le projet de la majorité. Surtout pas. En revanche, que l'on établisse un dialogue intelligent pour que les propositions des uns et des autres soient écoutées et débattues, voilà pour nous le sens de l'accord des volontés prévu par la Constitution. Monsieur le ministre, même si notre dialogue de ces 2 derniers jours a été poli et courtois, il n'a pas toujours été satisfaisant sur le fond. Et sur de nombreux sujets, hors le logement, vos réponses sont restées floues. Je n'ai pas dit négative ou rejetée, j'ai dit flou. Visiblement, M. Robillon n'a pas assisté tout à fait aux mêmes discussions que moi lorsqu'il parle de séances d'autocongratulation entre le gouvernement et la majorité. Peut-être fallait-il rester un peu plus longtemps. Je manque de temps pour prendre des exemples. Je ne parlerai que de la SBM en un mot. D'abord, pour souligner l'exercice de grand écart de M. Helena, qui ce soir ne dit pas tout à fait la même chose qu'il y a 15 jours. Sans doute a-t-il été lecteur comme nous
des propos de Monaco Matin mardi matin et de ses collègues syndicats qui ne lui reconnaissent pas toute la représentativité qu'il pensait avoir. Pour revenir à nous, nous avons reçu ce matin un certain nombre de documents préparatoires à la commission mixte. C'est bien, je les regarderai avec intérêt, mais en première lecture ultra rapide, les réponses à mes questions d'avril n'y figurent toujours pas. Est-ce que c'est si compliqué d'obtenir l'organigramme de la SBM? Est-ce que c'est si compliqué d'avoir l'inventaire des missions de conseil réalisées? Je vous le redis, Monsieur le Ministre, c'est à vous de nous aider à collecter ces informations pour que nous puissions travailler. Voilà, dans la logique de tout ce que je viens de dire, je m'abstiendrai de voter ce budget rectificatif. D'abord parce que nos élus RE s'étaient abstenus au mois d'octobre de l'année dernière. Ensuite, parce que je n'ai pas entendu toutes les réponses que je souhaitais. Merci. Merci, Monsieur Alavena. La parole est à Monsieur Boisson. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, l'exercice budgétaire est le moment le plus opportun pour les conseils nationaux de faire une évaluation des éléments de réponse du gouvernement. Quelles que soient les limites de prérogatives de chaque institution, le vote est une liberté fondamentale des droits de l'homme et de la femme élus. Bien que ce soit un budget rectificatif, un balayage assez étendu de divers sujets a permis de mettre en lumière le fruit du travail de 7 mois de collaboration entre les deux institutions. Ainsi, par exemple, suite à notre inquiétude du manque de logement au début de cette législature, les décisions du gouvernement permettent d'espérer que les objectifs d'Horizon Monaco soient atteints à suivre. En ce qui concerne le sujet de la SBM, plutôt que de regretter les doléances des élus de la majorité, s'il vous plaît, prenez conscience des réalités que vivent ceux qui travaillent dans les casinos et hôtels et qui ont de sérieuses inquiétudes, j'insiste et je précise, lorsqu'elles sont justifiées. Je vous suggère de vous positionner comme un médiateur, voire même comme un modérateur, afin que dans l'avenir, les 3 entités, SBM, gouvernement et Conseil national, avancent dans la même direction et sur les mêmes bases. Pour vous marquer ma bonne volonté, c'est dans cet esprit positif que je participerai à la prochaine réunion tripartite le 15 octobre, en réalité différée, en accord des parties, je m'en excuse, je l'ignorais, conscient aussi de toutes les difficultés de fonctionnement et de gestion que les dirigeants doivent affronter. J'en attends tout autant des autres parties. Participant à presque toutes les réunions de chaque commission, je vis et mesure la charge et l'intensité du travail qui s'impose. Je me fiche des attaques mesquines de l'opposition au début des débats. Je préfère m'investir dans un travail commun, même s'il y a des divergences, d'ailleurs bien souvent enrichissantes dans le débat, comme le fait de manière très volontariste la majorité au sein de la commission de l'environnement présidée par un membre de la minorité, car c'est le travail, et rien que le travail acharné, qui fera gagner le Conseil national. N'est-ce pas une forme de maturité ? Je paraîtrai en contradiction si, à la suite de ces messages positifs, je donnais ensuite un signe négatif en m'abstenant sur ce budget. Mais entendez, par le vote de réserve de certains élus, une main tendue pour préparer ensemble le budget primitif avec toute la place, mais certes rien que la sienne, que mérite la Haute Assemblée. Espérons que cela s'accomplisse afin que vous obteniez un vote positif unanime lors du budget primitif. En attendant mon vote positif, qui fera peser la balance du côté de l'espérance, je vous remercie de votre compréhension. Merci, Monsieur Boisson. La parole est à Monsieur Clérici. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement, chers collègues. Je voterai en faveur de ce projet de loi fixant le budget rectificatif pour l'exercice 2013. Si j'avais déclaré à l'issue des débats budgétaires concernant ce même primitif qu'en fonction de toutes les demandes demeurées insatisfaites, je m'abstiendrai au moment du vote, je dois reconnaître que depuis la mise en place du nouveau Conseil national en février 2013, des avancées ont été faites sur un certain nombre de problématiques en souffrance. Partant, même si tout n'est pas parfait, c'est encourageant et l'on ne peut que souhaiter que cette relation de confiance qui s'est instaurée entre les élus et le gouvernement dans son ensemble puisse s'établir de façon définitive. Ont ainsi été proposés au Conseil national par le gouvernement 2 programmes de logements domaniaux, dont l'un particulièrement judicieux permettra dans le même temps de doter la Villa Paloma du parking qui lui faisait cruellement défaut. Pour pallier l'absence de locaux domaniaux à usage de bureaux pour les futurs entrepreneurs de nationalité monégasque, l'État et le Conseil national requalifient les appartements domaniaux mal situés en espace de bureau.
C'est une première, ça fonctionne et ça continuera de fonctionner au gré des livraisons des nouvelles implantations domaniales. Quand, après notre élection, nous avons sollicité le gouvernement pour la réfection de la rue Caroline, il a non seulement répondu présent, mais a tout mis en œuvre pour que le nouveau projet, aussi ambitieux soit-il, soit réalisé dans les délais les plus courts. Ainsi, nous aurons bientôt une allée piétonnière flambant neuve. C'est une excellente initiative qui s'inscrit dans le caractère d'excellence que doit revêtir tout chantier de rénovation dans les ports et à ses abords. Dès notre élection toujours, nous avions sensibilisé le gouvernement sur l'absence d'urbanisme commercial dans la principauté et là aussi, à notre demande, une réflexion sur l'avenir du boulevard des Moulins et le quartier de la Condamine est en cours. La réunion de la commission mixte sur le commerce est par ailleurs de plus en plus fréquente et l'on ne peut que s'en féliciter. Nous sommes, il faut le souligner, associés bien plus en amont aux décisions qui sont susceptibles d'être prises concernant l'urbanisme commercial, les projets urbains en général. Nous ne demandions pas autre chose. Il semblerait aussi que l'État ait décidé d'accéder à la demande du Conseil national, d'accélérer la rénovation des logements domaniaux, ce qui, comme le précise notre rapporteur, permettrait de disposer d'un fonds de roulement capable de proposer des solutions pour le logement de nos compatriotes. Le fait que l'État ait accepté à notre demande de se pencher sur la mobilité au sein du parc domanial est révélateur de ce nouvel état d'esprit qui anime le début de cette législature. Ce que nous préconisons fait appel au bon sens. En effet, pourquoi pénaliser le locataire d'un 4 pièces dont les enfants ont grandi et quitté le foyer, qui accepte d'être relogé dans un appartement plus petit, mais avec un loyer équivalent, voire plus important? Dans un autre domaine, nous prenons acte avec satisfaction de l'audit qu'a diligenté le gouvernement sur les coûts des frais de gestion du portefeuille du Fonds de réserve constitutionnel. Nous faisons confiance au conseiller de gouvernement pour les finances, qui est un expert en la matière, quant aux conséquences qu'il y aura lieu de tirer des conclusions de cette étude. Je ne parlerai pas ce soir des sujets qui fâchent, car il en reste malgré tout quelques-uns et non des moindres. Ils reviendront comme un boomerang à l'occasion des débats liés à l'examen du budget primitif 2014. Je vous remercie. Merci, Monsieur Clérici. La parole est au vice-président, Monsieur Steiner. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les conseillers de gouvernement, durant ces derniers jours, l'examen du budget rectificatif s'est fait à l'aune du rapport de la Commission des finances et de son corollaire, la réponse du ministre d'État. Avant de me prononcer sur ce budget, j'aimerais faire de cette dernière un petit verbatim qui, dans le domaine des études marketing, permet de cibler les raisons de satisfaction ou d'insatisfaction du client, c'est-à-dire les conseillers nationaux. Ainsi, Monsieur le ministre, vous teniez à nous rappeler que, je cite, « Le gouvernement s'inscrit pour sa part au travers de ce budget dans une continuité d'action. Je suis heureux de constater que vous vous inscrivez donc dans le principe de la continuité d'action qui, de par la nature même de nos textes, inclut tous les budgets précédents. Nos problèmes de compréhension provenant sans doute du fait que le gouvernement fonctionne sur un courant continu quand il en ressent le besoin, tandis que le Conseil national, pour sa part, suit la voie du courant alternatif avec des périodes de 5 ans. Vous avez ajouté, Monsieur le ministre, que la pertinence de la politique menée à cet égard est confirmée par la bonne santé de notre économie, malgré un contexte international encore marqué par la crise et l'incertitude qu'elle engendre. Pour ma part, m'inscrivant dans le contexte international précité, j'attribuerai plus la bonne santé de notre économie à la main invisible d'Adam Smith et à certains évergètes, évoquant ainsi l'idée que les actions guidées uniquement par l'intérêt personnel de chacun peuvent contribuer à la richesse et au bien-être de tous. Puis, faisant suite aux remarques du rapport, vous avez poursuivi en précisant que ni vous, ni nous, ne voulons d'un copilotage ou d'une cogestion contraire à nos institutions. Nous sommes, je le pense, d'accord sur ce point, à moins, bien sûr, que vous nous considériez comme les représentants élus des salariés d'une entreprise, participant aux décisions de celle-ci, ce qui fait que nos rapports seraient régis par une convention collective et non par la Constitution. La première étant généralement du domaine réglementaire, domaine qui peut définir le mode de fonctionnement de certaines commissions ou comités, la deuxième énonçant, dans son article 38, que le budget national exprime la politique économique et financière de la principauté, dans son article 39, que le budget fait l'objet d'un projet de loi, il est voté et promulgué en forme de loi, et dans son article 4, que le pouvoir législatif est exercé par le Prince et le Conseil national. Enfin, je préciserai que, suivant le principe du courant alternatif, j'étais l'année dernière, à la même époque, dans les rangs de la minorité. Je m'abstenais donc sur le budget primitif 2013, et comme vous considérez que nous sommes réunis ce soir, je cite votre réponse,
pour examiner un budget dont l'objet est simplement de modifier les dépenses et les recettes de l'État en cours d'exercice, je suivrai votre avis et m'abstiendrai sur ce budget qui ne reste sur le fond que le budget primitif 2013. Merci. Merci, Monsieur Steiner. Monsieur le ministre, est-ce que vous souhaitez dire un mot avant que je ne conclue? Merci. Bien, je vous en prie. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, les débats qui ont pris place dans cette enceinte depuis lundi ont été très utiles, voire même salutaires. Ils ont eu l'avantage de prendre la température de notre relation institutionnelle avec le gouvernement et de sa capacité à nous répondre. Cette relation va naturellement évoluer. Et elle va évoluer de par les nouvelles personnalités au sein de la Haute Assemblée. Ce rapport particulier avec le gouvernement doit trouver toute sa place, ou plutôt doit permettre au Conseil national nouvellement élu de retrouver la place institutionnelle qu'il n'aurait dû jamais perdre ces 3 dernières années, ainsi que de permettre que les subtils équilibres politiques, qui sont notre marque de fabrique, puissent de nouveau fonctionner et s'inscrire dans le temps. J'ai entendu parler d'intérêt général ce soir. Pourtant, nous avons pu déceler également l'émergence d'un genre nouveau, celui du syndicalisme politique, qui est apparu au grand jour dans cet hémicycle. Je ne porte aucun jugement de valeur. Je le constate à ma place et ceci est mon rôle. À titre personnel, je le regrette. Parlons d'intérêt général et de ces avancées indéniables qui sont au cœur de notre action depuis 7 mois et dont certains signes majeurs se trouvent d'ailleurs confirmés par les débats. D'abord sur le logement de nos compatriotes. Pourquoi ? D'abord parce que le gouvernement, dans cette matière, sait bien qu'il s'agit d'un sujet non négociable avec l'Assemblée élue, sous peine de provoquer des réactions sociales profondes dans la population, et donc ici même, dans cette enceinte, car il s'agit d'un droit constitutionnel. Notre démarche sur ce sujet est une fois de plus marquée par de la constance et du bon sens. Une double approche, d'abord quantitative, avec ce nouveau projet du jardin exotique, et concomitamment une rigueur qualitative, pour améliorer la gestion du parc domanial existant et anticiper les livraisons prochaines par le renouvellement de la réserve domaniale de transition. Pragmatisme aussi dans la proposition du gouvernement de créer une sorte de task force de liaison entre les différents services concernés de l'État dont nous attendons des résultats tangibles. Je voudrais d'ailleurs remercier ici publiquement le travail de mon collègue Jean-Michel Cuqui, président de la Commission du Logement, et le féliciter, en même temps que la majorité de ces avancées indéniables depuis 7 mois sur ce sujet. Autre progrès, celui de la politique commerciale. Notre satisfaction s'accompagne d'une certaine prudence par rapport aux engagements du gouvernement. Pratiquement toutes nos propositions, depuis 1 an, étaient des mesures de bon sens, structurantes et bonnes pour les finances de l'État à terme, créant un juste équilibre, y compris dans les immeubles domaniaux livrés, avec la transformation sans aucun frais des bureaux en appartements inaptes à l'habitation. Je veux aussi, là, rendre hommage au travail mené par le vice-président de la Commission des finances en charge de l'entreprise et du commerce, M. Clérici, en pointe sur ce dossier de la rue Caroline et d'autres concernant les locaux commerciaux domaniaux ou les surfaces de bureaux. Il y a également des progrès sur les résultats de l'analyse menée par le département des Finances sur la situation peu glorieuse de notre fonds de réserve constitutionnel, qu'il s'agisse de la gestion des coûts globaux, des performances améliorées. Mais enfin, que faudra-t-il, monsieur le conseiller, pour vous convaincre de réfléchir à créer un comité d'investissement avec une équipe dédiée qui consacre tout son temps à ces fonds liquides? Je ne sais plus comment vous le dire. Même ceux que vous avez choisis pour mener cette analyse vous l'ont suggéré, et ce sont des professionnels. Là aussi, je remercie mes collègues, messieurs Burini, Svara et Crovetto, pour leur intervention et leur travail sur ce sujet. Ces 7 premiers mois ont été aussi marqués par du flou. Du flou sur certains dossiers, de la rétention d'informations sur d'autres, et enfin de l'opacité, disons-le clairement, sur des sujets essentiels, ponctué lundi soir par un silence étonnant de la part du gouvernement. Le flou, il s'illustre sur le port, à propos des échéances claires, pourtant indispensables à une vision complète
pour les élus que nous sommes sur ce chantier qui s'éternise depuis 2001. Décidez, Monsieur le ministre, et tranchez sur les délais et les coûts et tenez le cap. La population attend ce port Hercule terminé, enfin libéré de ses travaux. De la rétention d'informations, elle s'illustre aussi sur le dossier de la SBM. Le Conseil national nouvellement élu demande que vous repreniez le contrôle de ce monopole concédé et que nous soyons ici votre partenaire incontournable et privilégié sur ce dossier. L'État actionnaire dont nous faisons partie restera strictement à sa place. Le Conseil national restera strictement à sa place. Mais pour nous, il est d'une impérieuse nécessité d'exercer à nouveau cette tutelle des intérêts collectifs. Nous attendons un projet clair, un projet global, une stratégie secteur par secteur. Ce message, beaucoup de salariés l'attendent et l'actionnaire de référence, à savoir l'État, doit le demander et l'obtenir. Quant au démarrage des travaux dans les jardins du Boulingrin, ou plutôt ce qu'il en reste, nous nous retrouvons devant deux alternatives. Soit, Monsieur le ministre, les instances dirigeantes de ce monopole concédé nous demandent, par votre intermédiaire, une loi de désaffectation du domaine public, car celle-ci est indispensable à l'économie générale du projet. Et là, la moindre des choses est de respecter les élus que nous sommes en gelant les travaux en cours, en attendant l'étude de ce texte par la Haute Assemblée. D'autant que, d'après les informations fournies par le conseiller aux finances lundi en séance, les conditions de financement du projet sont toujours en discussion. Soit cette désaffectation est confirmée publiquement comme étant quantité négligeable dans le projet du Sporting d'hiver, et le gouvernement doit prendre ses responsabilités avec la direction de la SBM et nous informer des nouvelles conditions de ce projet via la commission tripartite prévue à cet effet. Le tout sans désaffectation de la parcelle concernée. En tout état de cause, le Conseil national a beaucoup de mémoire et ses élus aussi. L'imprécision s'illustre également dans la réponse à notre requête de créer un groupe de travail mixte resserré demandé depuis 3 mois par la nouvelle majorité pour le suivi et l'anticipation des problèmes et des dérapages en matière de coûts et de construction du futur CHPG. Je ne comprends pas, Monsieur le ministre, votre silence sur ce sujet. Nous sommes pourtant au cœur des attributions constitutionnelles via les lois de budget et les engagements triennaux. Du flou encore. Dans votre annonce sur ma demande depuis 3 mois concernant la constitution d'un comité de pilotage pour l'extension en mer, sur lequel, je le rappelle, vous avez communiqué publiquement en disant qu'avant Noël, le projet serait arrêté. Et quand je vous demande des précisions, vous conseillez aux élus de consulter le règlement publié dans les journaux spécialisés. Cette réponse n'est pas recevable pour la représentation nationale, Monsieur le ministre, notamment quand on sait que pour l'extension de Fontvieille, la Haute Assemblée a été au cœur du processus en amont et pendant toute la durée des travaux. Nous retrouverons en fait ici la même problématique que pour la Société des bains de mer. L'article 33 de la Constitution nous empêche d'être mis devant le fait accompli d'un projet dont nous n'aurions pas été associés aux conditions. Nous sommes là, au cœur de notre rôle. Monsieur le ministre, il va falloir considérer ce que le Conseil national vous demande par mon intermédiaire et qui s'inscrit strictement dans nos prérogatives. C'est là l'objet de ma transition pour conclure mes propos. Information préalable, association en amont, partenariat, respect de l'autre, tous ces concepts sont finalement des moyens pour poser les conditions d'un fonctionnement harmonieux entre vous et nous. Le Conseil national n'a aucunement l'intention, ni la possibilité d'ailleurs, de se subroger dans les droits du gouvernement. Nous l'avons dit, expliqué, et les Monégasques ont validé la clarté de notre position sur ce sujet, comme sur les autres d'ailleurs, en février dernier. Monsieur le ministre, pendant que vous agitez le spectre de la cogestion, dont personne ne veut ici, vous évitez soigneusement de nous répondre de façon claire, franche et précise, qu'il s'agisse de la SBM, du CHPG ou des conditions de l'extension en mer, sujet que nous retrouverons bien entendu pour le primitif 2014 dans quelques semaines. Nous avons 2 mois pour régler ces points de dissonance. La Haute Assemblée, depuis février 2013, connaît ses devoirs.
et a conscience de son rôle et de sa place. Elle ne déviera pas de sa route, strictement encadrée par nos textes fondateurs constitutionnels. Notre nouvelle approche implique naturellement une rénovation des méthodes de travail avec le gouvernement, mais sans oublier jamais que nous devons nos sièges ici, aux compatriotes qui nous ont envoyés les représenter, dignement, à la place qui doit être celle de la Haute Assemblée, celle de nos aînés. Je vous remercie beaucoup. Mes chers collègues, nous allons continuer l'examen de ce budget et je vais passer la parole à Monsieur le secrétaire général pour procéder à la lecture article par article du projet de loi. Monsieur le secrétaire général, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Article 1. Les recettes affectées au budget de l'exercice 2013 par la loi numéro 1397 du 19 décembre 2012 sont réévaluées à la somme globale de 919 857 800 €. État A. Merci. Je mets l'article 1er aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Un avis contraire, Monsieur Pasquier. Y a-t-il des abstentions? Monsieur Ficini, Monsieur Alavena, Monsieur Ritt, Monsieur Stener, Monsieur Poirier, Monsieur Barilaro, Madame Rossi, Monsieur Grinda. Qui vote pour? Monsieur Elena, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Zvara, Monsieur Clérici, Monsieur Robineau, Monsieur Boisson, Madame Lavagna, Monsieur Burini, Monsieur Cuqui, Madame Rouguignon-Vernin, Madame Fresco, Monsieur Crovetto, Monsieur Boéry et Monsieur Robillon. Je vous en... Et moi. Article 2. Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les dépenses du budget de l'exercice 2013 sont modifiés et fixés globalement à la somme maximum de 937 541 400 €, se répartissant en 688 729 800 € pour les dépenses ordinaires État B et 248 811 600 € pour les dépenses d'équipement et d'investissement État C. Oui, soyez gentil de lire les articles 2 à 5 que je mettrai aux voix dans leur ensemble, avant de mettre l'ensemble de la loi de budget aux voix, s'il vous plaît. Merci. Article 3. Les recettes des comptes spéciaux du Trésor prévues par la loi susvisée sont réévaluées. Pardon, monsieur. Je pense que normalement, on doit voter article par article, sinon il faut la prendre... règle est double, mais nous pouvons voter article par article. Je pense que c'est plus clair, à mon avis. Hein. Votons par article. Et la règle est double. Elle peut être interprétée de deux façons. Alors, mes chers collègues, nous mettons l'article 2 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Monsieur Pasquier. Y a-t-il des abstentions? Monsieur Ficini, Monsieur Alavena, Monsieur Ritt, Monsieur Stener, Monsieur Poirier, Monsieur Barilaro, Madame Rossi, Monsieur Grinda. Qui vote pour l'article 2? Monsieur Elena, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Clérici, Monsieur Robineau, Monsieur Zvara, Monsieur Boisson, Madame Lavagna, Monsieur, levez la main s'il vous plaît, Monsieur Burini, Monsieur Cuqui, Madame Rouguignon-Vernin, Madame Fresco, Monsieur Crovetto, Monsieur Boéry, Monsieur Robillon et moi-même. Article 3. Les recettes des comptes spéciaux du Trésor prévues par la loi susvisée sont réévaluées à la somme globale de 68 214 700 €. État D. Je mets cet article 3 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Monsieur Pasquier. Y a-t-il des abstentions? Monsieur Ficini, Monsieur Alavena, Monsieur Ritt, Monsieur Stener, Monsieur Poirier, Monsieur Barilaro, Madame Rossi, Monsieur Grinda. Qui vote pour cet article 3? Monsieur Elena, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Zvara, Monsieur Clérici, Monsieur Robineau, Monsieur Boisson, Madame Lavagna, Monsieur Burini, Monsieur Cuqui, Madame Rouguignon-Vernin, Madame Fresco, Monsieur Crovetto, Monsieur Boéry, Monsieur Robillon et moi-même. Article 4. Les crédits ouverts par la loi susvisée au titre des comptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 2013 sont modifiés et fixés globalement à la somme maximum de 45 426 000 €. État D. Je mets cet article 4 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Monsieur Pasquier. Y a-t-il des abstentions? Monsieur Ficini, Monsieur Alavena, Monsieur Ritt, Monsieur Stener, Monsieur Poirier, Monsieur Barilaro, Madame Rossi, Monsieur Grinda. Qui vote pour l'article 4?
Monsieur Elena, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Svara, Monsieur Clérici, Monsieur Robineau, Monsieur Boisson, Monsieur Burini, Madame Lavagna, Monsieur Cuqui, Madame Rouguignon-Vernin, Madame Fresco, Monsieur Crovetto, Monsieur Boéry, Monsieur Robillon et moi-même. Article 5. Les ouvertures de crédit opérées sur le budget de l'État par les ordonnances souveraines numéro 4386 du 9 juillet 2013 et numéro 4425 du 1er août 2013 sont régularisées. Bien, je mets cet article 5 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Monsieur Pasquier, y a-t-il des abstentions? Monsieur Ficini, Monsieur Alavena, Monsieur Ritt, Monsieur Stener, Monsieur Poyer, Monsieur Barry-Larot, Madame Rossi, Monsieur Grinda. Et qui est en faveur de cet article 5? Monsieur Elena, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Svara, Monsieur Clérici, Monsieur Robineau, Monsieur Boisson, Madame Lavagna, Monsieur Burini, Monsieur Cuqui, Madame Rouguignon-Vernin, Madame Fresco, Monsieur Crovetto, Monsieur Boéry, Monsieur Robillon et moi-même. Je mets à présent l'ensemble de la loi de budget aux voix et je vous demande également de lever la main pour le secrétariat général. Y a-t-il donc un avis contraire? Monsieur Pasquier. Qui s'abstient sur la loi de budget? Monsieur Ficini, Monsieur Alavena, Monsieur Stener, Monsieur Ritt, Monsieur Poyer, Monsieur Barry-Larot, Madame Rossi, Monsieur Grinda. Qui est en faveur de la loi de budget rectificative 2013? Monsieur Elena, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Svara, Monsieur Clérici, Monsieur Robineau, Monsieur Boisson, Madame Lavagna, Monsieur Burini, Monsieur Cuqui, Madame Rouguignon-Vernin, Madame Fresco, Monsieur Crovetto, Monsieur Boéry, Monsieur Robillon et moi-même. La loi donc portant fixation du budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2013 est adoptée avec, je crois, 15 voix, un vote contre et le reste en abstention. Monsieur le ministre, Madame et Messieurs le conseiller de gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, chers téléspectateurs, chers amis, nous sommes arrivés au terme des travaux du budget rectificatif 2013. Cette séance publique est donc levée. Je vous donne rendez-vous pour nos travaux en séance publique, d'abord pour les séances législatives du 27 et 28 novembre, et ensuite la dernière semaine de décembre avant les vacances. Je vous remercie. La séance est donc levée. Merci.